Celui-là, il est signé Christophe Deloire et Christophe Dubois, Circus Politicus, chez Albin Michel. François, c'est à vous. Alors, c'est un livre qu'on a retenu parce que c'est un livre j'allais dire vraiment qui est au cœur de l'actualité en ce moment. Et quand je dis ça, c'est que je viens de lire une dépêche Reuters sur ce qui s'est passé cet après-midi au Parlement grec. Et cet après-midi, on apprend que le président par intérim du Parlement, soumet au Parlement le plan de sauvetage de la Grèce, ce fameux plan financier qu'on attend depuis des mois, donc le présente et puis le considère comme adopté. Pas de débat, pas de vote, et le président par intérim explique que puisque ce gouvernement intérimaire, lui aussi, dispose d'une majorité au Parlement, il n'est pas nécessaire de débattre et de voter. Et on est au cœur du livre de Christophe Deloire et de Christophe Dubois, qui est ce qu'on a appelé également à Mediapart l'effacement démocratique. Ce qui est en train de se produire en Europe, c'est-à-dire un affaissement de nos démocraties et des pouvoirs des citoyens, et qui est formidablement accéléré par la crise. Alors, c'est un livre qui est très intéressant, parce que d'abord, c'est un livre d'enquête, ce qui est assez rare quand il s'agit de parler d'Europe, et de cette machinerie extraordinairement compliquée que sont le Conseil européen, la Commission, le Parlement européen. Il y a des centaines de journalistes à Bruxelles, mais des centaines de journalistes dont on sait, et ce n'est pas du tout leur faire critique, qu'ils sont engloutis sous des masses d'informations considérables et dans une machine à communiquer de ces différentes instances européennes qui est d'une efficacité incroyable et qui est capable d'occuper 36 heures par jour, nos chers collègues. Donc c'est un livre d'enquête qui nous permet de pénétrer au cœur de cette machinerie européenne, en particulier au cœur du fonctionnement du Conseil européen. Et donc la première chose que je voulais demander à Christophe, c'est finalement pourquoi ont-ils pu faire ce que beaucoup de confrères très compétents, très performants, qui ont bien plus d'expérience sans doute qu'eux, n'ont pas réussi à faire. Sans doute parce qu'il y a deux types de... Nos interlocuteurs ont souvent fait l'observation qu'il y a deux types de journalistes. Il y a les journalistes en poste à Bruxelles, qui raisonnent souvent, les journalistes français, sur est-ce qu'il y a plus d'Europe ou moins d'Europe. Toute décision politique, toute l'actualité européenne est vue sous cet angle. Et puis il y a des journalistes politiques, et parfois d'enquête à Paris, et qui s'intéressent essentiellement à la situation française. Vous parliez d'effacement. Il y a une chose qui est effacée dans la politique française, c'est le reste du monde. Et aujourd'hui, le pouvoir qui nous concerne, celui qui s'occupe de nous, il n'est pas seulement à Paris, il est très largement ailleurs. Alors, il est à Bruxelles, mais il est aussi à Genève, à l'OMC, et donc ce n'est pas un livre simplement sur l'Europe, c'est un livre sur l'architecture du pouvoir et sur le fait que le pouvoir est ailleurs. Et avec Christophe Dubois, on allait enquêter sur ces institutions, ces hommes et ces femmes qui nous dirigent, bien souvent sans qu'on les connaisse. Qui connaît Peter Sutherland, cet ancien commissaire à la concurrence, qui a eu un rôle extrêmement important lorsqu'il était à la Commission, mais depuis, homme qui a dirigé British Petroleum, des banques d'affaires, qui connaît même les Français les plus influents à Bruxelles? Personne. Donc on est dans un théâtre d'ombre, on est focalisé sur ce qui se passe à Paris, sur ce circus politicus. Emmanuel Todt avait eu une phrase lors de la dernière élection présidentielle, il avait parlé d'hystérisation sur des choses insignifiantes. L'hystérisation, elle sert à camoufler la réalité du pouvoir, et pendant ce temps-là, le pouvoir s'occupe de nous. Mais alors, une question, parce qu'on a envie de vous répondre. Le Parlement européen, il est l'émanation du vote des peuples d'Europe. Donc, comment se fait-il que ça ne soit pas lui qui est au centre des prises de décision ? Le Parlement européen, il a de plus en plus de pouvoir. Il a plus de pouvoir depuis le traité de Lisbonne. Il n'est toujours pas démocratique, si on en croit ne serait-ce que la Cour constitutionnelle allemande. Il n'est pas représentatif. Un Maltais est incomparablement plus représenté qu'un Allemand. Mais le pouvoir, il est essentiellement au Conseil européen que vous évoquiez. Et avec Christophe Dubois, on a enquêté sur ce qui est l'institution suprême aujourd'hui en Europe, qui est une réunion régulière à huis clos des chefs d'État et de gouvernement qui statuent en disant on est élu, donc c'est démocratique, sauf qu'on ne sait pas la manière dont se déroulent les réunions, et on est prié de croire sur parole les gens qui en sortent, qui généralement sont ceux qui parlent notre langue, et pour nous, Nicolas Sarkozy. Croire sur parole Nicolas Sarkozy, c'est une gageure. Et on a réussi à retrouver les comptes rendus de ces réunions
les verbatims. Donc on est en mesure dans le livre, on fait vivre ces conversations au sommet entre Merkel, Sarkozy, Cameron et les autres. Expliquez ce que sont ces verbatims, parce qu'on découvre dans ce livre ce que vous appelez, ce qui s'appelle les notes anti-si, qui sont un peu comme des notes blanches des RG, où à côté de la salle du Conseil, il y a quelques conseillers des chefs d'État et de gouvernement habilités à écouter, habilités à prendre des notes, mais qui n'ont pas de statut, qui officiellement n'existe pas. En fait, il y a, lors de la réunion au Conseil européen, il y a le président permanent Herman Van Rompuy, puis il y a les chefs d'État et de gouvernement. Il y a une seule personne qui est là pour prendre des notes et qui, de manière régulière, sort et dicte à quelques diplomates le contenu exact des conversations. Donc, nous, on a récupéré des rapports dans lesquels il y a Madame Merkel dit que, Cameron répond que, Sarkozy dit que. Et très souvent, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'en dit Sarkozy à la sortie. Alors, on y perçoit la crainte devant les peuples, l'angoisse de référendum. On voit comment Sarkozy peut prétendre avoir dirigé des réunions, et en fait, quand on regarde le compte-rendu, il a parlé seulement 13 lignes sur 18 pages. Des chefs d'État slovaques ou roumains ont parlé incomparablement plus que lui. Vous racontez un Conseil européen qui est très important dans le déroulement de la crise financière et de la crise des dettes souveraines en Europe, et avec un Sarkozy qui intervient en 18e ou en 19e place pour énoncer quelques gentilles banalités et ensuite pour faire une conférence de presse à la sortie superbe. Oui, et où à la sortie, il parle de la Libye, qui a juste été l'objet de la conversation au dîner. Mais il ne parle pas des aspects économiques sur lesquels, finalement, il n'a pas dit grand-chose. Il a dit 3 phrases de slogan qui ont amusé les autres chefs d'État et de gouvernement. Mais on raconte aussi ce sommet incroyable où Merkel et Sarkozy tentent de convaincre des chefs d'État et de gouvernement qu'il faut, en cas d'infraction aux procédures budgétaires, faire comme en cas d'infraction aux droits de l'homme, c'est-à-dire suspendre les droits de vote d'un pays sur tous les sujets, pas simplement sur les sujets économiques, sur absolument tous les sujets à Bruxelles. C'est-à-dire vraiment placer des pays sous protectorat. Le président roumain, le chef d'État bulgare leur donne une leçon de démocratie. On a un ancien garde du corps de Givkov, le chef du gouvernement bulgare, qui donne une leçon de démocratie à Sarkozy et Merkel. Alors, il y a cette phrase que vous citez, je vais la lire, c'est très court. C'est un de ces puissants, donc un de ces dirigeants du monde, et voilà ce qu'il déclare. La solution la plus ambitieuse, largement discutée dans la littérature académique, serait de créer une autorité budgétaire centralisée pour toute l'Europe, aussi indépendante politiquement que la Banque centrale européenne. Et cette personne, c'est Dominique Strauss-Kahn, qui donne une conférence en novembre, le 19 novembre 2010. Donc cet effacement démocratique, c'est quoi? C'est le produit des élites, c'est le produit de cette caste de hauts dirigeants qui veulent s'émanciper des contre-pouvoirs citoyens, des contre-pouvoirs tout court? En fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a plus qu'un effacement démocratique, il y a une volonté de réduction de la démocratie. Alors, au nom, on peut prétendre de belles idées en disant il faut faire des politiques de long terme et les aléas électoraux empêchent de faire des politiques de long terme. C'est ce qu'a amené Mario Monti, qui était déjà un des personnages importants du livre, avant même qu'il ne prenne le pouvoir en Italie, parce que c'est un personnage qui a eu un rôle très important. Mario Monti à dire que ce qu'il apprécie dans l'Europe, c'est le fait que c'est une démocratie éloignée des contraintes électorales. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie éloignée des contraintes électorales, sinon tout simplement du despotisme éclairé? Mais alors, de ce point de vue-là, je vais redonner la parole à François. Non seulement mais les référendums sur le traité constitutionnel européen de 2005, pour quand même l'espèce de caste que vous décrivez là, ça a dû être d'abord l'horreur absolue que ça ait même lieu, mais alors les résultats, ça a dû être un cauchemar et un traumatisme. Donc il ne faut jamais que ça se reproduise. Mais vous évoquiez tout à l'heure ce qui s'est passé cet après-midi en Grèce, mais sur le traité de Lisbonne qui remettait en cause le vote, quoi qu'on pense du vote des Français en 2005, qui remettait en cause le vote, en France, en 4 jours, juste après le mariage de Sarkozy, dont tous les médias ont fait état, il y a eu une réforme de la Constitution, un passage en Conseil des ministres, un passage devant le Conseil d'État et le vote des 2 assemblées. Donc pas de débat pour remettre, pour le coup, en cause un référendum. En fait, peu à peu, certaines élites dirigeantes, il ne faut pas dire les élites, ça ne veut pas dire grand-chose, mais des élites dirigeantes très sensibles au discours des multinationales, des banques d'affaires, qui ont une horreur des idées potentiellement protectionnistes des peuples, mettent en place un système où il y a de moins en moins de choix politiques, où le choix est remplacé par la règle. Donc on inscrit dans les traités
des politiques, on met en place des institutions indépendantes qui ne sont pas représentatives devant le peuple, on cache autant que possible le fait que le pouvoir est ailleurs. La régulation bancaire aujourd'hui, ce n'est pas nos dirigeants qui la font, c'est des gouverneurs indépendants de leurs autorités politiques qui se réunissent au comité de Bâle, et tout ça à la fin... Alors de la même manière, vous nous racontez un Michel Pébreau, qui est donc banquier, PDG de BNP Paribas, hein, et qui est de fait vice-ministre de l'économie et des finances. Sous Christine Lagarde, qui est là, omniprésent, qui le soir, à faire le plan de sauvetage des banques, le sauvetage de Dexia, c'est lui, etc. Mais les banques ont beaucoup de rôles, une grande influence au sommet, via les institutions européennes, via des clubs très discrets. Elles en ont aussi au niveau national. Et nous, on a vu plusieurs anciens secrétaires généraux de l'Élysée qui disent il y a une catégorie au monde qui nous parle mal, qui est méprisante avec le pouvoir politique, c'est les banquiers. Alors, a fortiori, les anciens énarques qui ont pantouflé dans le privé et qui en ont d'autant plus d'arrogance. Alors, sans vous demander vos sources, c'est pas l'objet, mais quand même... L'enquête que vous produisez, forcément, elle signifie aussi qu'il y a des débats internes au sein de ces cercles fermés et opaques qu'on ne voit guère fonctionner. Est-ce qu'il y a une conscience de ça au cours de votre enquête? Est-ce que vous avez rencontré des dirigeants qui ont conscience quand même de ce qu'on appelait il y a quelques années le déficit démocratique européen, mais qui est aujourd'hui de l'ordre de la confiscation démocratique? Oui, il y a des parlementaires européens, des gens très favorables à l'Europe, parce que notre livre, il n'est pas du tout anti-européen. La question, c'est que les électeurs ne soient pas de plus en plus mis à l'écart. Mais après, que ce soit au niveau national, au niveau européen, peu importe. Et il y a des parlementaires européens, d'anciens ministres français, qui évoquent cette question du despotisme éclairé. C'est vrai qu'à la faveur de la crise, c'est de pire en pire. La crise justifie la dépossession ou l'effacement démocratique. Juste une dernière question, François, parce que je sais que tu ne la poseras pas parce qu'elle est trop simple. Est-ce que c'est cette critique contre la confiscation démocratique, est-ce que ça doit faire désespérer de la démocratie comme il ne fallait pas justement désespérer Billancourt? Ou est-ce que justement vous avez enquêté et vous dénoncez un système quand même qui fonctionne assez impeccablement pour espérer un sursaut démocratique? Non, ce qui est désespérant, c'est la situation actuelle dans laquelle il y a un voile d'ignorance sur la réalité du pouvoir. Et l'une des premières vertus démocratiques, c'est quand même la lucidité des citoyens. Nous, l'œuvre qu'on a entreprise à travers une enquête, en fouillant des archives, en trouvant des documents, en allant interviewer les personnalités qui sont réellement au pouvoir, c'est d'abord d'apporter un peu de lucidité. Et une fois qu'on regarde déjà, qu'on commencera à connaître qui sont vraiment les gens qui nous gouvernent, alors on pourra commencer à leur poser des questions. Alors on pourra commencer à comprendre quelles sont leurs fréquentations, pourquoi, il ne s'agit pas nécessairement de gens corrompus, mais quel déterminisme, quel groupe d'intérêts défendent telle position et finalement nous les imposent. Ce n'est pas un hasard si on se retrouve dans une situation où un candidat à la présidentielle dit que la finance nous gouverne et gouverne finalement plus que les politiques. C'est qu'un système a été mis en place et pour ça, il faut déjà regarder au bon endroit. Ultime question de François Bonnet. Oui, un effet de sens de votre livre, parce que vous parlez d'autres institutions ou d'autres clubs fermés. Le groupe de Bilderberg, qui est quand même un grand objet de fantasme. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Le club Le Siècle et son dîner mensuel Place de la Concorde. L'OMC. Bon, est-ce que le risque n'est pas de sombrer dans une théorie complotiste sur le thème « on nous cache tout, quelques grands dirigeants sont là ». Non mais nous, on ne dit pas qu'il y a un complot, donc ce serait étonnant d'être complotiste alors qu'on dit qu'il n'y a pas de complot. En revanche, on s'est intéressé au Club Bilderberg, à la commission trilatérale, qui sont des structures privées qui regroupent des patrons de multinationales, des banquiers d'affaires et des politiques, de manière très secrète. C'est des Davos, mais en plus secret, plus influent. C'est vrai que ça fait fantasmer les complotistes depuis longtemps, mais enfin, quand on s'y plonge, on allait fouiller les archives, c'est quand même passionnant. Il est très impressionnant de voir à quel point ça a un rôle. On s'est rendu compte notamment, c'est juste un exemple parmi d'autres, qu'il y avait une bande de commissaires européens, j'emploie le mot bande, tous les commissaires européens depuis 1984 se cooptent à la tête de la commission trilatérale dans le comité d'organisation du Bilderberg, et ce sont les mêmes qui travaillaient chez Goldman Sachs. Ces gens-là ont une influence sur nous. Je mets au défi la plupart de vos internautes de citer leur nom.
Merci beaucoup à tous les 5. Donc ce livre, Circus Politicus, Albin Michel, Christophe Deloire, Christophe Dubois. L'enquête à la Plaine Saint-Denis de Karine Fouteau, c'est sur Mediapart et donc c'est en accès libre jusqu'à minuit. Et puis votre livre, Claire Ceccalini, Bienvenue au front, journal d'une infiltrée, c'est chez Jacob Duvernay. On se retrouve dans 35 minutes parce qu'on n'a pas pu s'empêcher de prendre 5 minutes de retard pour le grand débat avec Eva Joly et la rédaction de Mediapart. À tout de suite.